Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Mélanie Guénette-Robert qui vient nous parler d'ANEB Québec, d'anorexie, boulimie, des différents troubles alimentaires. On va apprendre à mieux connaître ce que c'est et ce que ANEB Québec fait justement pour les gens qui ont des problématiques de ce genre. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de la gestion du stress. En début de deuxième demi, notre invitée est Céline Marcotte de Québec et elle va nous parler de foliculture. Alors, tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. On a bien sûr des chansons et la première, c'est de Karim Ouellet et la chanson s'intitule « L'amour ». Bienvenue à Folie douce. C'est sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ces mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Dis-moi combien tu m'appelles et qu'il y a ta voix qui m'appelle et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. On te dit que tout est noir et tout est blanc, qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on l'aime et qu'elle est belle, recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. Dis-moi combien tu m'appelles et qu'il y a ta voix qui m'appelle et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Dis-moi combien tu m'appelles et qu'il y a ta voix qui m'appelle et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. Vous écoutez l'émission Folie douce, qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 20 ans. J'accueille mon invité qui est Mme Mélanie Guénette-Robert. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du volet éducation et prévention chez ANEB Québec. On va apprendre à mieux connaître cet organisme qui aide beaucoup de gens et on va savoir pourquoi. Donc, comment on peut décrire d'abord pour justement entrer dans cet entretien ANEB? Qu'est-ce que c'est ANEB Québec? En fait, ANEB, c'est pour anorexie et boulimie
Québec, Oui. parce qu'on dessert l'ensemble de la province du Québec. Donc, nous, on est un organisme à but non lucratif qui existe depuis à peu près 28 ans. OK. Donc, on est vraiment là, le seul organisme qui dessert l'ensemble du Québec. Nous, on offre des services directement aux gens qui sont atteints d'un trouble alimentaire, à leurs proches également. Puis, quand je dis personne atteinte d'un trouble alimentaire, la personne n'a pas besoin d'avoir un diagnostic. Donc, si une personne considère avoir une problématique avec la nourriture, avec la relation à son corps, elle est toujours la bienvenue chez ANEB. Là. Oui. Et comment on peut décrire justement les deux grandes problématiques qu'on connaît beaucoup? Il y a certainement d'autres problématiques là, quand on parle de... Mais l'anorexie, la boulimie, comment on peut décrire ça pour faire ça clair et simple pour les gens, justement? Oui, en fait, au niveau de l'anorexie, il y a une préoccupation. Là, je dis une préoccupation, mais c'est vraiment... c'est plus une obsession par rapport à l'image corporelle, par rapport au poids. Donc, constamment, la personne peut se peser, toucher son corps, voir si... elle a du gras, aimer sentir ses os. Donc, c'est vraiment... Souvent, la personne va être mince, très mince, voire maigre. Souvent, son poids va être en dessous d'un poids santé minimal. La personne va pouvoir nier ce poids-là, ne pas vouloir atteindre un poids santé. Et c'est beaucoup de préoccupations qui tournent autour de la nourriture. Donc, certaines restrictions au niveau de l'alimentation, des aliments qui sont interdits, bannis. Il y a également... Bon, pas dans tous les cas, mais étant donné que la personne peut être très dénutrie, très amaigrie, chez les femmes, on peut voir parfois l'arrêt des menstruations. Mm-hmm. Par contre, ce critère-là, lorsque, par exemple, la femme ou la jeune femme prend la pilule contraceptive, ça se peut qu'il y ait quand même poursuite des règles. Mm-hmm. Donc, c'est pas toujours le cas. Et il y a donc, j'ai dit, c'est ça, toute l'obsession par rapport au poids, par rapport à l'image corporelle, l'alimentation. Vraiment, il y a aussi un aspect... Le trouble alimentaire vient toujours jouer un rôle pour la personne qui en souffre. Donc, au niveau de l'anorexie, par exemple, souvent, le trouble alimentaire va venir donner une impression de contrôle à la personne. Je contrôle ce que je mange, je contrôle mon poids, mon corps, alors que c'est une fausse impression de contrôle. Mais le contrôle a vraiment une partie importante. Donc, au niveau de la boulimie, il y a quand même des points qui se ressemblent beaucoup. Il y a de la restriction également, certains aliments interdits, la personne mange très peu, a des périodes peut-être de jeûne, mais elle a également, contrairement à l'anorexie, des périodes où est-ce qu'il y a des compulsions, donc des crises alimentaires, des moments où est-ce que la personne va manger vraiment beaucoup, beaucoup d'aliments en dedans de très peu de temps. Puis là, quand je dis beaucoup d'aliments, c'est pas manger, admettons, une pointe de tarte de plus, mais ça peut être de manger un pot de beurre de pinot complet, de finir tout le repas du soir qui est resté, avec en plus ce qu'il y avait sur le comptoir. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des quantités très importantes. Et c'est cyclique, c'est ça? C'est un peu comme à des périodes de l'année ou à des périodes où il va y avoir comme une espèce de rage là, de nourriture puis de... Oui, bien au niveau de... Quand on parle de cycle, oui, il y a toujours un peu une forme de cercle qu'on peut dire vicieux. Dans le fond, il y a une compulsion qui va souvent arriver dans des moments où est-ce que la personne, elle est en détresse, vit des émotions plus difficiles. Par exemple, un événement qui est survenu, qui a peiné la personne, qui l'a mis en colère. Ça peut être dans un moment où la personne a vraiment faim. C'est comme si la personne perd le contrôle. Donc, elle n'arrive plus à se contrôler, elle mange. Mais par la suite, ces crises-là sont suivies de comportements qu'on appelle comportements compensatoires. Donc, la personne... Parfois, va faire usage de laxatifs, va faire de l'exercice de façon vraiment excessive pour un peu compenser ce qu'elle vient de manger. Mm-hmm. Donc, puis là, on s'imagine que si la personne, par exemple, jeûne, se restreint ou utilise ce type de comportement-là, bien, elle risque de recommencer à compulser. Donc, ça fait toujours un peu un cercle une roue. C'est ça. Comment les gens deviennent à avoir des problématiques comme ça? On parle d'anorexie, boulimie, on disait qu'il y en a d'autres, on pourrait faire probablement une liste de différentes problématiques, mais c'est les deux plus connues, en tout cas que la population semble connaître mieux. Mais comment une femme ou un homme arrive à finalement développer une problématique comme ça, de devenir anorexique ou boulimique?
c'est vraiment une bonne question. En fait, tout le monde est un peu à risque. Au même titre qu'un autre trouble de santé mentale, il y a plusieurs facteurs qui vont faire qu'une personne est plus à risque qu'une autre. Par exemple, ça peut être dans ma famille. Il y a beaucoup d'accent qui est mis sur l'apparence, sur le poids. J'ai déjà été victime d'abus physiques plus jeunes, d'agressions. Il y a d'autres troubles de santé mentale dans ma famille. Je suis une personne plus anxieuse. Il y a des traits de personnalité qui rendent une personne plus à risque. Si je suis plus anxieuse, si par exemple j'ai tendance à être perfectionniste, si j'ai tendance à vouloir ne pas montrer mes émotions, si j'ai une intolérance par rapport aux émotions difficiles. Et avec ces facteurs de risque-là, je ne les nommerai pas tous, mais il y en a beaucoup d'ordre plus biologique, psychologique. À un certain moment, il y a souvent un élément plus déclencheur qui va faire que la personne va développer un trouble alimentaire. Par exemple, c'est un peu comme, dans le fond, un interrupteur. L'interrupteur ne pourrait jamais être allumé. Je suis à risque, mais il ne se produit rien. Hop, une journée, il pourrait se passer un événement particulier. J'ai vécu un deuil vraiment important, un échec qui, pour moi, était vraiment significatif. Le trouble alimentaire se développe. Donc, ça prend souvent, si on regarde dans l'historique de la personne, il y a un point plus critique, là, un peu comme une goutte qui fait déborder le vase, qui va faire en sorte que la personne a commencé à avoir des comportements plus malsains par rapport à la nourriture, a commencé à vouloir plus contrôler la nourriture, son corps, puis oups, petit à petit, ça déboule vers les troubles alimentaires. Oui. Et comme on parle de nourriture, on sait que c'est quelque chose qui est très vital pour l'être humain. Donc, ça doit devenir difficile aussi. Tu sais, quand on parle d'une problématique, je sais pas, de drogue, c'est facile de dire, c'est pas nécessaire pour la santé. Donc, c'est peut-être, oui, c'est difficile de s'en sortir, mais pour la nourriture, comment réapprendre à s'alimenter tout en gardant un contrôle sur l'alimentation, c'est tout un enjeu, là. C'est vraiment difficile. Je veux aucunement minimiser d'autres problématiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, si c'est tout aussi dur s'en sortir, là, mais si une personne souffre d'alcoolisme, de toxicomanie, on peut faire, avec de l'aide, arrêter de consommer, mais on ne peut pas arrêter de manger, de se nourrir. Puis, pour une personne qui souffre d'un trouble alimentaire, la drogue, c'est en quelque sorte la nourriture. Donc, oui, c'est très difficile, ça va prendre toute une équipe qui est spécialisée. Il y a aussi, on oublie souvent l'aspect, oui, la personne peut être suivie par un nutritionniste pour l'aider à réapprendre à manger, mais ça prend surtout une aide psychologique. Donc, il va falloir aller voir pourquoi la personne a développé le trouble alimentaire, qu'est-ce qui fait que le trouble alimentaire est maintenu, c'est quoi les situations, les émotions difficiles qui se cachent derrière ce trouble-là. Oui, et c'est probablement un processus qui est très long parce que il faut justement gratter, il faut fouiller un peu, il faut identifier en fait là où les problématiques. Mais j'aimerais que vous me parliez justement, Mme Guénette-Robert, des services qu'on retrouve chez ANEB. Comment ça fonctionne? Vous êtes partout au Québec. Est-ce que c'est plutôt en termes de ligne d'écoute? Est-ce qu'on peut se présenter à des endroits? Comment ça fonctionne, les services? Oui, en fait, par rapport à nos services, avant de dire ça, je voudrais dire que j'ai vraiment aimé que vous souleviez que ça peut être long de se rétablir. Souvent, les gens vont nous contacter, soit par la ligne d'écoute ou par le courriel, puis vouloir attendre de se dire « je suis prêt à guérir », vont ça va se faire guérir demain. Oui, demain, c'est ça. Ça peut, il y a des hauts, des bas, il peut y avoir des rechutes, ça peut être long aussi. Je peux dire le trouble alimentaire n'arrive pas du jour au lendemain. Non. La même chose que... On peut pas s'en sortir du jour au lendemain. Exactement. C'est ça, c'est un peu... Il faut s'attendre à ça, mais sans perdre l'espoir, parce que si on fait pas le pas, on ne réglera jamais. Donc, tout à fait. Ouais. Puis pour ça, les gens peuvent appeler sur notre ligne d'écoute. La ligne d'écoute est disponible pour l'ensemble des gens de la province de Québec. Également, on a des groupes de soutien un peu partout à travers le Québec. Donc, dans la région de Montréal, les environs. On en a également à Trois-Rivières, à Sherbrooke, en collaboration avec Arrimagestrie. On en a également à Gatineau, en collaboration avec la clinique Imavie. Donc, grâce à nos partenaires des différentes régions, on peut offrir des groupes de soutien un peu partout. Oui. Et on a également des séances de clavardage une fois par mois, où est-ce que les gens peuvent échanger avec une intervenante, échanger avec d'autres personnes à partir de leur domicile, sur leur ordinateur. On a également un forum d'entraide sur Internet.
Donc, si j'ai besoin de parler, de m'exprimer quelque part, c'est un bon lieu pour le faire. Et on offre des formations pour les professionnels, des présentations dans les écoles, dans les organismes communautaires. Est-ce qu'on sait assez précisément combien de gens ont un diagnostic de troubles alimentaires, si on veut regarder ça comme ça, à large, là, et combien ne sont pas diagnostiqués, disons? Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des problématiques qui peuvent exister en termes de troubles alimentaires? Je vous dirais que ce serait difficile pour moi de mettre des chiffres précis au niveau de les personnes qui possèdent ou non des diagnostics. Par contre, si on regarde notre clientèle, une bonne majorité de notre clientèle n'est pas diagnostiquée. Donc, on peut... Puis si on regarde les gens au niveau du Québec, les données qu'on a par rapport aux femmes âgées entre 12 et 30 ans, ce serait environ 65 000 jeunes femmes qui souffriraient d'un trouble alimentaire. Au niveau des hommes, c'est souvent, par exemple, 10 femmes pour un homme, au niveau de l'anorexie ou la boulimie. Si on parle d'hyperphagie boulimique ou d'autres troubles alimentaires, le taux augmente. Donc, et on peut penser que ce serait sous-estimé au niveau des hommes parce qu'on en parle très peu. Oui. Et qu'à une certaine époque, c'était plus peut-être les femmes, quand on parle de, par exemple, l'espèce de regard sur son corps et tout ça, de voir, mettons, de vouloir avoir, par exemple, une certaine taille et tout ça, alors que là, les hommes, je pense aussi, souvent se regardent puis essaient d'avoir la taille idéale, là, en fait. Et peut-être ça peut changer dans les chiffres. Là, au lieu d'être 10 pour 1, ça peut éventuellement... oui, c'est vrai que ça peut avoir un impact. On voit de plus en plus aussi, surtout chez les jeunes garçons, un désir d'être de plus en plus musclé. Ouais. Donc, des préoccupations par ça qui peuvent effectivement changer les statistiques. Oui. J'aimerais qu'on mentionne les informations coordonnées parce que la meilleure façon, est-ce que vous êtes accessible tout le temps ou s'il y a des heures particulières pour les gens qui veulent avoir de l'aide ou avoir des renseignements? Comment vous pouvez être disponible justement dans... La ligne d'écoute est disponible le soir, la semaine jusqu'à minuit, à partir de 8h à minuit. Oui. Les week-ends, les heures sont différentes, donc les gens peuvent consulter le site Internet. Et au niveau des groupes de soutien, tous les horaires sont disponibles sur Internet, tout dépendant de la région. La région où on est, oui. On a d'autres types de groupes qui s'appellent fermés, où est-ce que les gens doivent s'inscrire, que c'est un cheminement plus poussé. Donc, les gens peuvent nous appeler à ANEB pour ça. Oui. Puis, en ce qui concerne les courriels, on répond vraiment rapidement là, aux demandes d'aide. Et certainement, sur votre site web, il y a beaucoup d'informations pour démystifier, en fait, pour faire connaître les problématiques, pour savoir si effectivement quelqu'un a ou pas devrait peut-être consulter. Donc, ça doit être quand même bien expliqué sur votre site aussi. Oui, donc les gens peuvent aller au www.aneb.québec.com et notre numéro de téléphone, c'est le 1-800-630-0907 pour les gens à l'extérieur de Montréal et pour les gens à Montréal, 514-630-0907. Excellent. Merci beaucoup de votre présence. Donc, Mélanie Guénette-Robert, responsable du volet éducation et prévention chez ANEB Québec. Merci. Bonne continuité. Merci, c'est un plaisir. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio Bart au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangée
étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes 1000 pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. C'est maintenant un de nos moments favoris, le bloc Espresso. Ah oui, je ne savais pas que c'était un petit moment favori. On peut se rencontrer puis échanger entre nous, Ghislain ici présent, bonjour. Ainsi que Pierre Laporte également. Donc, le thème que tu nous amènes cette semaine, Pierre, la gestion du stress. La gestion du stress, oui, c'est un sujet très discuté. Un mal très, très répandu. Le fameux stress, oui, c'est sur le site stresshumain.ca. Oui, c'est vrai qu'on dirait que le stress a le dos large, c'est-à-dire qu'on jette toutes les raisons, toutes les causes de tous nos troubles sur le stress. Je crois qu'il y a sûrement quelque chose là. Et tu vas peut-être le dire à un moment donné, mais il y a du bon stress aussi. Ouais. C'est ça qui arrive. Oui. C'est supposé que la plupart des maladies mentales majeures, c'est un stresseur qui le cause. Là, souvent. Peut causer, oui, mais souvent la personne est déjà porteuse de la maladie. Oui. Alors, ce qu'on dit ici, on dit pour gérer votre stress, il faut d'abord reconnaître les signes qui indiquent que vous faites face à un stress. Mais comment? Écoutez votre corps. Lorsque vous sentez votre cœur battre la chamade, votre visage devenir écarlate, que vous avez chaud, que vous commencez à suer et que vous êtes sur le point de vous fâcher, c'est signe que vous avez une réponse de stress. Lorsque le système... C'est pas de l'anxiété, ça? J'ai de la misère à... C'est la même chose. OK. C'est la même chose. Lorsque le système de réponse au stress perçoit ce qu'on appelle un mammouth dans le jargon, c'est-à-dire un agent stressant, presque toute votre attention est tournée vers cette menace. Par exemple, lorsque vous fuyez à toutes jambes, vous ne remarquerez probablement pas les petites fleurs qui bordent le chemin. Exemple, lors d'une réunion, votre responsable vous pose une question à laquelle vous n'êtes pas préparé. Vous ne remarquerez probablement pas qu'il s'est mis à pleuvoir dehors. Toute votre attention sera tournée vers votre responsable et vous tenterez de répondre à sa question. L'astuce est de faire croire à votre cerveau que la situation n'est pas menaçante. Pensez à quelque chose de positif, de plaisant et d'apaisant, soit une image, un événement, un moment, pour essayer d'atténuer votre réponse au stress. Mm-hmm. Le but premier d'une réponse au stress est de mobiliser l'énergie pour un éventuel combat ou une fuite. Ça serait, comme tu le disais, Ghislain, un bon stress, un stress justifié. Oui, mais c'est normal. Il faut toujours premièrement, si on n'avait pas de stress, on serait mort. Peut-être. Parce que ça, c'est normal, c'est dans l'être humain. Là. C'est juste savoir le dosage de bon et mauvais stress. Là. Alors, il est évident que vous n'allez pas vous battre contre votre patron ou encore vous enfuir à toutes jambes, mais votre corps vous y prépare. Il suffit alors de le déjouer. Prenez quelques minutes pour utiliser cette énergie accumulée. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon. Une simple marche dans l'escalier peut suffire. Ou encore aller d'un bon pas au restaurant à quelques coins de rue au lieu d'aller à la cafétéria. S'il vous est impossible de relâcher cette énergie accumulée, parce que vous êtes pris dans la circulation, par exemple, respirez profondément plusieurs fois, ou encore contractez puis relâchez plusieurs fois vos abdominaux ou fléchissez vos bras et jambes. Votre cerveau s'attend à ce que vous dépensiez cette énergie, soit en affrontant, soit en fuyant la menace. Donc, on évacue le trop-plein de stress. Ta chronique, c'est un peu sortir le côté zen en toi.
Bon, si tu veux. Les 10 minutes que vous utiliserez ne représentent pas un grand investissement de temps. Au bout du compte, vous gagnerez du temps car votre productivité ne sera pas compromise comme c'est souvent le cas lorsque vous êtes tendu, stressé ou anxieux. En fait, cela vous remettra sur les rails. On nous propose aussi « Amusez-vous ». Il y a des gens qui souffrent de rire pathologique. Personnellement, j'en connais pas. Mais on dit que ces personnes ont des lésions dans les régions du cerveau qui contrôlent le rire. Des études menées sur ce désordre peu commun ont montré que le rire sollicite la sécrétion de substances qui réduisent notre réponse au stress. Achetez des billets pour aller voir un spectacle, louez une comédie, lisez un livre comique, sortez avec vos amis et racontez-vous des histoires drôles et embarrassantes, faites une bataille de chatouilles avec vos enfants ou votre partenaire. Cela vous semble peut-être puéril et excessivement simple, mais ça fonctionne. N'avez-vous jamais eu le fou rire après une longue journée de travail lorsque vous étiez très fatigué? Vous éclatez de rire à la moindre sottise. C'est une merveilleuse thérapie pour votre cerveau et il le mérite bien. Finalement, on nous propose utiliser la bonté. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti en regardant l'aide humanitaire arrivée aux victimes de l'ouragan Katrina ou suite aux événements survenus en Haïti il y a quelques années, ou de ce que vous ressentez quand un adolescent se lève de son siège pour laisser sa place à une personne âgée dans l'autobus. Savez-vous pourquoi les livres et les films qui racontent le triomphe de l'esprit et du cœur humain sont si touchants et puissants? C'est simple, nous sommes humains. C'est dans notre nature. Nous n'avons pas traversé toutes les périodes de l'humanité seulement parce que nous avions une saine réponse au stress. Nos ancêtres ont survécu parce qu'ils ont formé des groupes sociaux et se sont entraidés. En fait, nos hormones nous permettent de continuer à le faire. Mère Teresa y est pour quelque chose. Un groupe de chercheurs a montré à 2 groupes de gens 2 films. L'un présentait Mère Teresa faisant son travail et l'autre était neutre. Ils ont ensuite mesuré le nombre de cellules immunitaires dans le sang des participants. Le simple fait de voir Mère Teresa faire des actes bienfaisants a suffi pour augmenter la réponse immunitaire des participants. En regardant ce film, le cerveau des participants a perçu un message positif qui incite à la fraternisation. C'est ce dont tout être humain rêve. Ce genre de message positif est un moyen très puissant pour diminuer votre réponse au stress. En conclusion, nous ne sommes peut-être pas tous aussi bienveillants que Mère Teresa, mais il n'est pas nécessaire de l'être. Il suffit de faire de toutes petites actions chaque jour qui finiront par diminuer notre réponse au stress. Donc, les 2 points de ce bloc-ci, bonté et humour. C'est ce que je retiens. Oui. Ouais. J'aime mieux l'humour que la bonté, peut-être. C'est personnel. C'est intéressant. On va y revenir. Je pense que tu vas poursuivre à l'Espresso allongé. Donc, la gestion du stress à Folie douce, demeurer des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre invitée est Céline Marcotte. Nous parlons ensemble de foliculture. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur la gestion du stress. Nous entendrons aussi les chansons Avec toi de Amélie et les Singes Bleus et Sarah sans sourire de Sophie Pelletier. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission? Vous désirez participer à Folie douce? Vous avez des suggestions? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. J'accueille mon invité qui est Mme Céline Marcotte, directrice donc de Foliculture. Bonjour Mme Marcotte. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On aimerait ça justement connaître mieux. Vous êtes Foliculture, c'est dans la région de Québec, c'est ça? C'est à Québec même, je crois? Oui, on est installé, on est né et on est installé dans la région de Québec. OK. Et depuis quand Foliculture existe? C'est un organisme d'abord à but non lucratif. Comment on pourrait présenter? Foliculture, c'est un organisme artistique de sensibilisation en santé mentale, donc un organisme sans but lucratif qui s'était mis sur pied par un organisme qui s'appelle Autopsie, puis un centre d'artistes qui s'appelait Obscur. C'était mis sur pied en 84 pour 3 éditions de festival Foliculture. C'était incorporé en 88 et ça fonctionne sur une base permanente depuis 1996 maintenant. Oui. Et les objectifs de Foliculture ont-ils été toujours les mêmes ou est-ce qu'ils ont évolué à travers les années? Ils ont toujours été les mêmes, mais la façon d'arriver à nos objectifs peut-être a changé. Donc, on est un organisme, comme je disais tantôt, de sensibilisation en santé mentale. Puis au fil des ans, c'est sûr que ça a évolué. On l'a un peu changé. Puis aussi, en 96, quand on s'est mis sur pied, on faisait que certaines programmations de sensibilisation. Maintenant, c'est devenu un organisme qui fait des événements de sensibilisation qui travaille avec des artistes professionnels. Donc, on fait travailler des artistes professionnels sur des thématiques qui sont reliées à la santé mentale. Et on fait aussi des activités de création, mais qui sont réservées pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Quand on parle de... Oui, allez-y. Non, allez-y. On fait aussi ce qu'on appelle des activités plus sensibilisation, plus sociale, entre guillemets. Donc, des conférences, des débats, des tables rondes sur des enjeux ou sur des thématiques qui sont liées aux problématiques de santé mentale. OK. Ce que j'allais dire, quand vous parliez d'artistes impliqués, justement, comment ça se traduit? Comment ça se passe? Je veux dire, vous invitez quelqu'un qui veut donner de son temps puis qui veut s'impliquer, puis pouvez-vous, par exemple, donner quelques exemples? Pour les artistes, non, nous, on est subventionnés à la fois, on est subventionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, on est subventionné pour faire appel à des artistes qui sont reconnus par le Conseil des arts et des lettres du Québec on leur demande de réaliser des projets. Par exemple, on a fait un événement, une exposition de photographie qui s'appelait « Aliénés ». On voulait travailler sur l'aliénation. Donc, on a demandé aux artistes de travailler sur la thématique « Aliénés de tout pays, unissons-nous ». Donc, on a demandé aux artistes de nous donner leur version de l'aliénation. Et la commande était de faire des photographies sur l'aliénation. Des photographies qui ont été exposées au Musée du Québec. Donc, c'est des artistes professionnels qui sont artistes. C'est leur comment on disait ça, comme je dirais ça, c'est leur gagne-pain d'être artiste. Et donc, ils nous ont donné leur vision à eux de ce qu'est l'aliénation. Par exemple, oui. Et non, j'ai dit, on est à la radio, mais ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était sombre? Est-ce qu'on peut décrire un peu ce que vous avez eu comme résultat? Il y a des artistes qui ont traité de façon... C'est ce qui est intéressant aussi. Nous, on travaille souvent des expositions collectives et puis on peut, comme ça, avoir plusieurs vues d'une même thématique. Alors, il y a un artiste qui a travaillé sur l'anorexie. Donc, son travail était un travail qu'elle avait fait à partir de sujets qui avaient l'anorexie. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur l'itinérance. Donc, il y avait des photographies d'habitations itinérantes, d'habitations d'itinérants. On voyait que les habitations d'itinérants. Il y a un autre artiste qui a travaillé sur le génocide arménien. Donc, c'était assez
assez différent comme travail, mais toujours sur la même thématique de l'aliénation. Oui. C'est intéressant, non? C'est vraiment intéressant. C'est très diversifié, puis ça a laissé cours, justement, la créativité des gens a pu s'exprimer amplement. Là. Oui, puis aussi, parfois on fait on fait des projets particuliers où est-ce que on travaille à la fois avec des artistes professionnels et à la fois avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, où on fait un appel au public. Par exemple, on a fait un événement qui s'appelait, une exposition qui s'appelait Le Drapeau des Fous. Alors, on était dans une biennale artistique à Québec et leur thématique était la résistance. Alors, nous, on s'est demandé comment on pouvait traiter la résistance. Puis on s'est dit, le drapeau pourrait être une marque de résistance. Puis là, on s'est dit, bon, les anarchistes ont leur drapeau, les gays ont leur drapeau. Pourquoi on n'aurait pas le drapeau des fous? Donc, on a fait appel à tout le monde et on a eu 100 propositions qu'on a exposées un peu comme sous forme de mosaïque. Donc, à cette exposition-là, il y avait à la fois des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des artistes professionnels ou des amis d'amis qui ont tout simplement participé. Et ça a donné une super belle exposition. Oui. Votre organisation me semble très créative et éclatée, même dans le bon sens du mot. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est votre marque de commerce ou en tout cas votre personnalité, mais ça semble des projets toujours un petit peu qui poussent un peu les limites, puis dans le bon sens. Là. Oui, c'est ce qu'on essaie. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Puis ce qu'on essaie aussi, la particularité de Foliculture aussi, c'est qu'on n'a pas de lieu de diffusion. Donc, on n'a pas de lieu d'exposition. Et on n'a pas non plus de lieu d'accueil pour les gens. Donc, quand on fait des ateliers avec... on fait des ateliers pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On a fait, par exemple, des ateliers d'initiation à la vidéo, des ateliers de création sonore, ou des ateliers de création en art visuel. Alors, nous, on se trouve des collaborateurs pour trouver un lieu pour donner les ateliers. Par exemple, on a donné des ateliers au Musée national des beaux-arts, à la Maison des métiers d'art à Québec, au Musée de la civilisation. Et quand on expose ou quand on montre au public le résultat de ce travail-là, là aussi, on n'a pas de lieu. Il faut donc toujours trouver des lieux pour montrer le travail. Donc, on a déjà exposé dans des vitrines de magasins, à la Bibliothèque Gabriel-Roy, Musée du Québec. On a déjà exposé, présenté des projets dans la rue aussi. Puis, ce qui fait que pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est un peu déstabilisant parce qu'ils doivent sortir de leur milieu. On les amène dans les lieux qui leur sont pas nécessairement familiers, au musée ou... Par contre, ils apprécient quand même beaucoup parce que c'est des ateliers où il n'y a pas d'intervenants, où est-ce qu'ils ne se sentent pas étudiés, ils ne se sentent pas diagnostiqués. Puis nous-mêmes, on ne connaît pas jamais le diagnostic des gens. Donc, c'est une autre particularité de Foliculture. Oui. Et aussi de travailler avec plusieurs formes d'art. La création sonore, on a travaillé avec la photo, on va essayer de travailler avec les arts visuels aussi. Mais en même temps, ça fait toute une démystification auprès du milieu, auprès de la population de faire ça, parce que d'aller dans des lieux qui sont plus déstabilisants, déjà d'une part, ça c'est très bien pour les participants, mais en plus pour les gens qui vous accueillent, c'est très démystifiant tout ça, là. Oui. Puis c'est une forme de sensibilisation aussi. Au début, ils se demandent, le gros préjugé qu'on demande souvent, c'est la dangerosité des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Ouais. Hein? Donc, faut faire un peu de sensibilisation. Ils se posent la question. Il y en a qui se posent même pas la question, mais il y a toujours un contact, effectivement, comme vous disiez, comme par exemple à la Maison des métiers d'art. Les étudiants qui vont là, à la Maison des métiers d'art, sont en contact avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, ça n'est une façon de sensibiliser en les faisant côtoyer des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis aussi les artistes qui créent avec les artistes qui donnent des ateliers aussi. Oui. Ça leur apporte beaucoup, je pense, moi, de travailler avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Ça change leur perception de
leur perception de leur travail aussi. Aussi, oui. Puis je pose des fois la question aux gens qui interviennent justement quand on parle d'art et santé mentale, tout ça. Pourquoi pensez-vous que l'art ici fait tant de bien aux gens qui ont des problèmes de santé mentale? Avez-vous une explication à nous donner? Non, mais je dirais que c'est... En tout cas, nous, la façon dont on donne les ateliers, c'est pas menaçant pour eux. C'est pas... nous, on leur fait faire des projets artistiques. Donc, on les fait travailler sur des thématiques. Par exemple, on a eu une exposition qui s'appelait « Faire manie ». Parce que l'artiste avec qui on travaillait, elle travaille beaucoup sur la répétition du geste. Elle répète toujours des petits gestes. Elle va faire des toiles avec des petits plus, des petits moins. Donc, elle a monté un atelier qui s'appelait « Faire manie ». Chacun fait son projet, puis à la fin, il y a une mise en commun du travail. Donc, je me souviens plus de la question. Oui, non, je disais en fait pourquoi la culture et les arts font du bien? C'est ça, c'est que bon, là, on les faisait travailler sur une thématique qui peut être un peu ça peut être un peu négatif, travailler sur la faire-manie, mais non, parce que on les met dans des en confiance, ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas obligés, ils viennent quand il y a rien de contraignant dans l'activité, donc ils peuvent se laisser aller, puis c'est pas menaçant non plus. Il n'y a pas personne qui va dire tu dois être schizophrène parce que tu as fait telle affaire, ou il n'y a pas personne qui va étudier le résultat de ton travail. C'est peut-être donc, une partie de la réponse, justement, d'avoir la plupart des gens qui sont en culture, en art, sont beaucoup plus, si vous voulez, sont plus ouverts, ils laissent un peu plus libre les gens. Hein? Oui, ils sont plus... Peut-être pas toutes, pas toutes les personnes. C'est sûr que on ne travaillerait pas avec... C'est pas toutes les personnes qui veulent travailler, mais effectivement, il y a une façon d'aborder la réalité qui est peut-être plus ouverte, je pense. Oui. C'est intéressant. Madame Marcotte, j'aimerais beaucoup mentionner votre site web, parce que vous êtes dans la région de Québec, nous sommes à Montréal, mais des gens qui veulent en savoir plus justement sur l'organisation puis voir un peu ce que vous faites, j'imagine que le site est un bon endroit. Oui. Pouvez-vous nous donner l'adresse? Oui, notre site web, c'est folieculture en un mot, folie au singulier.org. Et je pourrais dire aux gens de surveiller parce que des fois, on a des appels de propositions. Par exemple, pour le drapeau des fous, on appelle tous les gens à participer. Donc, parfois, on a des appels de propositions pour certains projets. Oui, des partenaires, comme vous l'expliquez, là, c'est excellent. Je rappelle l'adresse folieculture.org, l'adresse du site web. Merci beaucoup de Mme Marcotte d'avoir été des nôtres à l'émission Folie douce aujourd'hui. Bien, je vous remercie. Merci à vous. Et bonne continuité. Puis, lâchez pas gardez votre foi, en fait. Je trouve que c'est très bien. Là, gardez votre folie, en fait. C'est dans la culture. C'est très bien. Merci. Merci. Bonne continuité. J'aimerais prendre une marche avec toi. J'aimerais prendre une marche avec toi. J'aimerais prendre une marche au plus profond des bois, au plus profond des bois, avec toi. Je voudrais danser la valse, la danser avec toi. Je voudrais danser la valse avec toi. Je voudrais danser la valse en tournant plusieurs fois, avec toi. J'imagine un voyage avec toi. J'imagine un voyage avec toi. J'imagine un voyage où personne n'y sera, rien que toi. J'entends déjà le ciel qui gronde quand descend doucement tes mains sur mes hanches, et dans tes rêves où tes mains
mensonges, tu te permets tout bas de ne vouloir que moi. Je peux passer l'orage, le passer avec toi. Je peux passer l'orage avec toi. Je veux passer l'orage, abrité sous ton toit, abrité sous ton toit. Rien que toi. Je prendrai ton visage avec moi. Je prendrai ton visage avec moi. Je prendrai ton visage et tes lèvres de soie, et tes lèvres de soie avec moi. Tu te permets tout bas de ne vouloir que moi. Je tournerai la page, la tournerai avec toi. Je tournerai la page avec toi. Je tournerai la page et resterai dans tes bras, et resterai dans tes bras avec toi. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé, tel que promis, le sujet qu'on poursuit, la gestion du stress, Pierre. Mm-hmm. Donc, tu nous as donné plusieurs bonnes informations un peu plus tôt dans l'émission. Maintenant, à toi de jouer. Comment se donner une armure pour prévenir le stress? Ouais. Si tu veux, même pas exactement. En fait, je vais vous lire maintenant quelques passages d'un autre article que j'ai trouvé sur l'Internet qui s'appelle « 15 moyens de combattre le stress ». C'est sur le site www.palsambleu.fr. On nous dit une vie sans aucun stress aujourd'hui, est-ce vraiment envisageable, Est-ce même souhaitable? En effet, il y a stress et stress. Car si un stress trop important a les effets que l'on sait, un stress modéré en intensité et en temps, en revanche, peut décupler nos capacités et nous pousser à faire des merveilles. Le problème, c'est que la plupart du temps, nous sommes déjà loin de l'autre côté de la barrière. Nous sommes trop stressés et notre productivité, notre efficacité et notre joie de vivre descendent en flèche. Voici donc une petite compilation de trucs pour nous aider à lutter contre ce fléau des temps modernes. Premièrement, on nous dit « défoulez-vous ». Quand nous sommes sous pression 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, le stress n'a aucun moyen de s'évacuer. Pour éviter l'explosion, il faut se défouler en pratiquant, par exemple, une activité sportive ou des arts martiaux, par exemple. Deuxièmement, il faut avoir une période d'insignifiance parce qu'on ne peut pas être signifiant pendant 24 heures par jour. Oui, d'accord. Mais c'est peut-être pas clair. Mais c'est pour ça qu'il faut se défouler. Oui. Deuxièmement, manger sainement. C'est un lieu commun, mais ce n'est pas pour rien. Une alimentation saine, régulière et équilibrée vous apportera l'énergie nécessaire. Troisièmement, on nous dit ralentissez. Courir partout, vouloir tout faire, c'est la meilleure façon de ne rien faire et de se stresser inutilement. Quand vous voyez que vous commencez à vous dépêcher inutilement, forcez-vous à ralentir. C'est épuisant aussi. Quatrièmement, faites des pauses. Parfois, ralentir ne suffit pas. Quand on a tellement la tête dans le guidon au point de ne plus voir où l'on va, la meilleure chose à faire, c'est encore de faire une pause. Prendre du recul, oui, effectivement. Cinquièmement, n'en faites pas trop. Au lieu d'en faire le plus possible, faisons peu, mais faisons-le bien. Inutile de vous charger de plus de travail que vous ne pouvez en supporter. Sixièmement, apprendre à dire non. On vous propose un projet encombrant, une tâche inutile, de signer une énième pétition, respirez un bon coup et dites-le bien haut,
non. Et dites-vous bien que vous n'avez pas à vous sentir coupable d'avoir du temps libre. Septièmement, préparez-vous à l'avance. La procrastination est une immense source de stress. À force de tout remettre au lendemain, on se retrouve en situation d'urgence permanente, avec pour conséquence encore plus de stress. Ouais. Huitièmement, relativiser. À force d'agir sans penser, on finit par prendre des grains de poussière pour des montagnes. Rappelez-vous 2 étapes. Premièrement, ne faites pas une montagne de ce qui n'est pas grave. Deuxièmement, n'oubliez pas que rien n'est grave. Neuvièmement, voyez le côté positif. On peut toujours trouver un aspect positif dans une situation négative. Rien n'est jamais tout à fait noir ou tout à fait blanc. Dixièmement, n'essayez pas de tout contrôler. De toute façon, c'est impossible, que ce soit pour vos employés, vos enfants, voire même le hasard. Plutôt, vous accepterez le fait que certaines choses échapperont toujours à votre contrôle, mieux vous vous porterez. Onzièmement, ne faites qu'une chose à la fois. Faire 10 trucs en même temps pour vous donner l'impression d'être productif et utile, tout ça, c'est bien beau, mais c'est faux. On appelle ça un homme, on fait bien les affaires, il faut c'est toujours possible. Bien. On ne peut pas mener de front plusieurs travaux et tous les faire bien. 12e, évitez les sales cons. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire suer, diront, on va dire, leur monde. Faut pas dire d'autre chose. C'est comme ça. OK, souvent, ces gens ont besoin d'aide, mais parfois, il sera plus profitable pour vous de leur claquer la porte au nez. 13e, ranger. Une maison pleine de bordel, un bureau recouvert de vieux papiers, voilà ce qui sature le cerveau d'informations inutiles qui entravent vos mouvements et qui génèrent du stress. 14e, passez du temps avec les gens que vous aimez. Parfois, quand on travaille trop, on se sent coupable de délaisser sa famille et ses amis. Et finalement, 15e, soyez utile. C'est un peu paradoxal de se rajouter du travail, mais faire partie d'une association, aider les plus démunis, se rendre utile à sa communauté est une source de joie, de bonheur et de sérénité. Excellent. Merci beaucoup, Pierre. Donc, 15 bons trucs, 15 bonnes choses à retenir, n'est-ce pas, Justin? Oui. La gestion du stress. Alors, merci beaucoup pour ce sujet à Folie douce. On continue en chanson. On m'appelle Sarah sans sourire, mais ça me va, j'ai connu pire. On me traitait de tous les noms quand je m'endormais sous les ponts de cette ville souillée d'argent et de gens pressés par le temps. On m'appelle Sarah sans sourire et je passe ma vie à pourrir. Celle des hommes qui me traversent, celle des hommes qui me bercent. Je m'enfuis quand c'est important, comme mon père il y a 20 ans. Je me suis tricoté un cœur de laine d'acier de barbelé. Je suis le fil de mes humeurs et je me fous du monde entier. Et je me fous du monde entier. On m'appelle Sarah sans sourire, sans souci et sans soupir. Mes jours sont sans les sous. L'eau perle sur mes feuilles de chou. J'emmerde Dieu dans mes prières et puis je crache dans les airs. On m'appelle Sarah sans sourire. Je suis de roc et de saphir. Je fume et j'erre en attendant qu'enfin s'adoucissent les temps. On m'appelle Sarah sans sourire, sans souci et sans soupir. Je me suis tricoté un cœur de laine d'acier de barbelé. Je suis le fil de mes humeurs et je me fous du monde entier. Du monde entier. On m'appelle Sarah sans sourire, mais ça me va, j'ai connu pire. On me traitait de tous les noms quand je m'endormais sous les ponts. Je me suis tricoté un cœur de laine d'acier de barbelé. Je suis le fil de mes humeurs et je me fous du monde entier.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques secondes pour vous faire la nomenclature des chansons en compagnie de Ghislain Ballot. Alors, Ghislain, on a écouté en début d'émission L'amour. De Karim Ouellet. Oui, on a écouté aussi la chanson On ira. De Zaz. Dans la deuxième demi, on a pu entendre Avec toi. De Amélie et les singes bleus. Et à l'instant, Sarah sans sourire. Oui, de Sophie Pelletier. Voilà, ben merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour ta mise en onde. Bienvenue. Oui, merci également pour tes sujets, ton sujet, la gestion du stress pour les deux blocs Espresso et Espresso allongé. On a eu également notre invité en début d'émission, Mélanie Guénette-Robert de ANEB Québec, qui nous a aidé à mieux comprendre en fait les problématiques là, de troubles alimentaires. Ça va plus loin que l'anorexie boulimie, mais c'est évidemment un service très important à ANEB Québec. Je vous rappelle d'ailleurs les coordonnées. En fait, il y a le site web anebquebec.com tout simplement, ou sinon par téléphone 514-630-0907. Je remercie également notre invité en début de deuxième demi, qui était Céline Marcotte, qui nous a parlé de Folie Culture. Pour leur part, pour avoir plus d'infos sur leur organisme, c'est au www.folie au singulier culture.org. Alors, c'était nos invités cette semaine. Merci beaucoup à tout le monde. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci beaucoup, Ghislain. Merci beaucoup, Pierre. Salut, Yvan. À la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop